They have dinner parties to go to, social functions, opening nights, ballet, opera. They have a lot to do. They have to be dressed. They need new clothes. Bonjour et bienvenue à tous sur les Fashion Feedback, votre podcast qui vulgarise l'univers de la mode et du luxe au travers de différentes rubriques. Actualité mode, sujet de fond autour des tendances, des créateurs et des collections. Tout cela sans langue de bois avec nos animateurs Tatiana Ebemba et Maëva la production. Let's go! Bonjour à tous, bonjour Bemba. Cette Bonjour semaine, Tatiana. on se retrouve pour un nouvel épisode du Fashion Feedback. Comme d'habitude, notre podcast il s'articule en 3 parties. Première partie, actualité mode. Seconde partie, sujet de fond, avec une question qu'on va se poser, c'est l'évolution du carnet des invités lors de la Fashion Week. L'évolution des front rows, si vous voulez. Et enfin, la troisième partie, c'est l'heure du thé. Vous découvrirez le thème à la fin de l'épisode. On commence tout de suite par l'actualité mode. L'actualité mode démarre cette semaine par déjà la beauté, Louis Vuitton qui se lance, Jacquemus aussi. On va parler un petit peu de tout ça. Ouais. Ensuite, Margiela et Louboutin. L'événement au Louvre, Ouais, aussi. le nouveau Met Gala. Enfin, est-ce le nouveau Met Gala ? C'est la question qu'on va se poser. La Fashion Week prêt-à-porter femmes 2025 qui vient de se finir. Et enfin, la grande nouvelle, c'est l'arrivée de Demna chez Gucci. Bien. Voilà. Donc, on démarre avec le sujet beauté. Moi, j'adore le make-up. Mais vas-y, si tu veux démarrer, je te laisse parce que j'aurai des choses à dire après. Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que ça a été une nouvelle un peu surprenante pour moi, de savoir qu'une maison comme Louis Vuitton, qui est connue pour la maroquinerie principalement, après le prêt-à-porter, décide de se lancer sur un nouveau créneau comme la beauté. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de s'associer à Pat McGrath, qui est la papesse de la beauté. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous donne pas mal d'indicateurs sur ce que ça va être, ce que ça va représenter, du moins. Mhm. Voilà. Il y a une question qui est revenue un petit peu, je vois sur les réseaux, c'est pourquoi est-ce que Vuitton se lance dans la beauté ? Moi, il y a un truc déjà, je pense qu'il est important de dire, c'est qu'il n'y a rien de plus intéressant pour une marque que d'aller sur la beauté. Parce qu'en termes de rendement, le make-up, c'est ce qu'il y a de mieux. Concrètement, quand tu regardes, par exemple, je vais prendre juste les chiffres de Dior. Donc Dior, qui fait partie du groupe LVMH, en 2023, on était à 9,6% du chiffre d'affaires global du groupe, juste pour le pôle cosmétique, chez Dior. Donc t'imagines, tu as un pôle au sein d'une maison qui réalise 10% du chiffre d'affaires du groupe. Bah, moi-même, j'ai un peu plus d'infos. LVMH, de manière générale, ça représente 16 maisons au niveau du cosmétique. Et ensuite, c'est un chiffre total de 8 418 millions, si je me souviens bien, de ventes en 2024. Redis-moi ça. 8 418 000. 8 418 000. Non, 8 418 000, Oui, voilà. excuse-moi. C'est ce que je me disais, mais parce que c'est pas beaucoup. Le chiffre, il était noté d'une manière mais 8 418 000, excusez-moi. Ok, 18 millions. 18 millions. 8 418 000. 8 418 000. Et j'ai envie que ça devienne une comptine. Ok. Et on se rend compte que c'est énorme. Ah oui. C'est énorme. Non, mais c'est ça. Puis, en fait, le truc, à partir de toute façon, quand tu regardes, le moyen aussi pour les marques, surtout dans le luxe, d'élargir leur clientèle, c'est d'aller vers le cosmétique. Parce que déjà, tout le monde ne peut pas s'offrir des vêtements qui coûtent, je sais pas, une veste qui coûte 3 000 €, c'est pas possible. C'est beaucoup plus accessible déjà le cosmétique. Donc c'est pour ça que le parfum, la cosméto et le maquillage, c'est du pain béni pour les marques. Et je trouve ça personnellement assez génial que Louis Vuitton l'ait fait. En plus avec Pat McGrath, moi j'adore. Je sais que je vais être cliente, personnellement. Bah, moi, personnellement, je sais que de sa marque personnelle, les produits sont très appréciés. Donc, je pense que forcément, elle va mettre son expertise dans tout, Ah, mais oui. tout Ah le non, mais ça va projet. être incroyable. Donc, j'espère que vraiment que les produits vont être de qualité parce que Louis Vuitton, c'est une maison qui est connue pour sa maroquinerie, un peu pour son prêt-à-porter, mais surtout pour la maroquinerie. Surtout Et là, pour la Maroc. se lancer sur un autre créneau comme celui-ci, je pense qu'il va falloir marquer le coup. Ça ne m'étonnerait pas qu'il marque le coup parce que c'est une maison qui est très appréciée de manière générale. Et Pat McGrath, comme on sait, ses produits sont de qualité. Donc, Moi j'adore. on a Et hâte de voir. Jacquemus qui se lance aussi dans la beauté. Toi, t'en penses quoi ?
Bah, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une perspective intéressante. Après, à voir comment ça va s'articuler, en fait. Je pense que Jacquemus, il est très fort pour le storytelling, il est très fort pour tout ce qui est nous raconter une histoire. Donc, peut-être que justement, là, ça va être le moyen de pouvoir nous raconter une nouvelle histoire en plus. Après, ma question, moi, c'était de savoir est-ce que ça va être juste du maquillage et aussi du parfum? Ou est-ce que ça va être juste du maquillage? Mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment un focus sur les deux. À voir comment ça va s'articuler, à voir comment le parfum va être lancé. Jacquemus, c'est un homme du Sud. Il nous le revendique tous les jours. Donc, j'ai vraiment hâte de voir les senteurs et tout ce qu'il va y avoir derrière, en fait. Moi, j'ai hâte. C'est ça, pour moi, qui est très intéressant. Mhm. Voilà. Je pense, après, je trouve que la force de la maison Jacquemus, moi, je suis pas vraiment cliente du prêt-à-porter Jacquemus, je vais pas mentir, mais je trouve qu'à chaque fois, la force dans les collections, c'était les couleurs. C'est vrai. Moi, j'adore les couleurs chez Jacquemus. Du coup, je me dis, Jacquemus qui va dans le maquillage, j'ai envie de voir. La cosméto, je sais que le parfum, je sais que ça va être assez intéressant et intelligent parce qu'il va aller justement dans tout le côté sud, fleurs, etc. Enfin, tu vois, tout le soleil du sud, il va nous le vendre dans un pot. Bah, après, je pense que c'est ce qu'on attend aussi un petit peu Oui, d'une en tout cas, c'est maison ce qu'on comme attend, celle-ci. c'est ce Oui. que les gens attendent de lui, ça, Ouais. c'est sûr. Après, moi, je me suis surpris à voir que j'avais énormément d'articles Jacquemus en pensant que j'en avais pas. Oui, bah de toute façon, t'en Tant que avais ça. un la semaine dernière. Mais, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que non, en fait, il y a pas mal de produits qui sont hyper intéressants et le prêt-à-porter peut être très intéressant aussi quand on choisit bien ses pièces. Donc là, de voir comment il va se lancer sur le créneau du maquillage, quelque chose qui est complètement différent. Est-ce qu'on va avoir un storytelling qui va être parallèle? La première collection qu'il va faire après le lancement du cosmétique, etc., comment ça va être lancé? Comment le parallèle il va être fait entre les deux? Moi, je suis curieux de savoir. Moi, J'ai j'ai hâte de vraiment voir les hâte égéries qu'il va choisir. de voir. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de couleurs, comme tu le disais. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est est-ce que ça va pas pousser justement les gens à un retour du maximalisme dans le maquillage aussi? Tu vois? Avec Jacquemus? Avec Jacquemus, parce que si tu pousses Ah, la je suis- couleur... Je suis pas d'accord. Non, quand je dis le maximalisme, pour moi, c'est pas forcément que ça va être des full face ou quoi que ce Ah soit. bah dans ce cas-là, faire attention au mot que t'emploies. Parce que maximalisme, ça veut dire quoi? Bah, ça peut être maximaliste au niveau des yeux, au niveau de la couleur. Non, dans ce cas-là, c'est juste... on va dans un style peut-être plus 60-70. Dans ce cas-là, si on va juste au... 80, pardon. Ouais, 80, Bref, parce là, que on 60... On s'éparpille. Ouais. Oui, mais 60, on est dans quelque chose de plus graphique, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bref, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'on ira nécessairement là-dedans. Mais la question, par contre, que je me suis posée, c'est... Je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que Louis Vuitton fait appel à Pat McGrath pour la beauté. Mais est-ce qu'ils ont déjà collaboré avec elle sur un show? Et j'ai pas ce souvenir, Si. tu vois. Quand? Si. Ils ont Non, pas- attends, sous Marc Jacob, peut-être. Moi, je te parle. Non, sous Guesquer Là? aussi, oui. Ah Sous ouais? Guesquer aussi. Mais souvent? Oui, elle a même fait une interview où elle disait qu'elle avait travaillé sur pas mal de shows Ah, avec autant pour Guesquier. moi. Et il y a un de ces shows, si je me souviens bien, où les mannequins avaient des yeux très charbonneux et des lèvres très rouges. Je crois que c'était une de ses collections croisières et après un de ses shows principaux. Et elle disait justement que en fait, leur collaboration avait commencé à partir de ce défilé-là et que c'était très intéressant. Et ça date de quand, du coup? Je sais plus exactement. C'est marrant parce Je que pense j'ai que ça doit aucun être souvenir de ça. Mais aux tant alentours de mieux. 2013, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour clore ce sujet, c'est intelligent de la part de Vuitton. On C'est attend. intelligent de la part de Jacquemus. Et de la part de Jacquemus aussi. D'ailleurs, en termes, tu penses pour toi, ça va être vendu où, tout ça? Alors, je pense que Jacquemus, ça va être très boutique, dans toutes ses boutiques de manière générale, pour pouvoir trouver ses produits un peu partout. Après, Louis Vuitton, pour moi, c'est assez tricky parce que Ouais. ils se sont déjà lancés dans la cosmétique, dans le parfum plutôt, et ça, c'est vendu que dans leur boutique. C'est pas vendu, il n'y a pas de... Y a pas de Si je me souviens de bien... corner aux galeries? Non, ils n'ont pas Ou au un bon marché. corner aux galeries juste pour le parfum, mais c'est vendu avec leurs produits de manière générale, tu D'accord. vois. Et quand on regarde le price range de manière générale, juste le parfum? Il me semblait, hein. Ah, ok, bah, j'étais pas au Moi, courant. quand je suis allée aux galeries, il y avait... J'étais pas au courant. Je vais pas aux Galeries Lafayette. Moi, je vais aux galeries là. Pour moi, pardon, les Galeries Lafayette, il y a trop de monde. Moi, c'est printemps ou bon marché. Non. Non. Mais pour revenir à ce que je disais, quand on regarde le price range C'est-à-dire quoi, le price range? price range, c'est le coût du produit et l'alignement sur lequel ils vont se mettre. Quand on regarde tout ça, les parfums Louis Vuitton sont assez onéreux.
Vas-y, Voilà. dis-moi une fourchette de prix. Je pense qu'ils sont aux alentours de 250-300 euros. Ce qui reste, pour moi, moins cher déjà que les Dior, que les collections privées Dior. Oui, c'est moins cher, mais ça reste quand même... Ouais, mais regarde, ça se vend quand même comme des petits pains, Dior. Oui, non, après, je dis pas que ça ne va pas se vendre, hein, mais je dis juste que pour moi, par rapport au point de vente et comment ça va nous être vendu, si on s'aligne sur le parfum, je pense que ça aura un côté un peu plus exclusif, tu vois, que des parfums de... Après, ça peut être aussi un parti pris, peut-être que ça va être comme d'autres maisons qui vont être différentes et qui vont nous vendre deux collections différentes, une collection qui va être un peu plus abordable et après une collection qui va être un peu plus privée. Et pour Jacquemus, est-ce qu'il va aller dans quelque chose de populaire, donc par exemple peut-être être chez Sephora, Marionneau, bon Marionneau, je sais même pas... Je sais même pas si Bref, ça existe encore, mais anyways. est-ce qu'il va être chez Sephora ou est-ce que, comme Dior, on va plutôt aller le chercher, le trouver aux galeries, au bon marché, chez Printemps? Moi, je pense que, de mon avis, je pense que... Stratégiquement, sachant qu'il est soutenu par le groupe L'Oréal. Moi, je dis stratégiquement. Je pense que je pense que c'est même plus intelligent pour lui Hmm. d'être vendu un peu partout. Genre Carrefour et tout? Non, pas Monoprix? Carrefour et tout, pas. Non, mais ce Non, que mais je tu veux dire, m'as dit c'est... partout, donc Non, dis-moi ce où. que je veux dire, c'est d'être vendu à Sephora, dans ses boutiques et dans Ok. d'autres points de cosmétiques qui vont être... Et après, je pense que ça va aussi avec le storytelling parce que dans ce storytelling, il y a aussi ce côté de la mode et du luxe accessible, tu vois. Et du coup, le vendre dans des points où tout le monde va de manière générale parce qu'aujourd'hui, il suffit pas d'avoir une Platinum Card pour aller à Sephora. Tu peux avoir ta petite carte bleue et tu vas à Sephora aussi. Oui, voilà. Donc, je pense que Donc, c'est plus pour lui, accessible en ouais, je pense Sephora que pour lui, ce que serait Galeries beaucoup plus Lafayette. intelligent, ouais. Galeries Lafayette, tu cibles quand même une clientèle un petit peu plus bourgeoise, plus aisée. Bah, pour moi, il y a tout un storytelling. Il y a le côté Galerie Lafayette, il y a le côté luxe, il y a le côté grand magasin, tout le storytelling qu'il y a derrière. Et du coup, pour moi, ça devient déjà un peu plus exclusif. Surtout qu'il y a des expériences de vente qui peuvent être faites et qui peuvent être beaucoup plus fermées dans les grands magasins. Donc, Ok. voilà. Hâte de voir, en tout cas. J'ai Pareil. vraiment hâte de voir et j'ai vraiment hâte de voir comment tout va se construire. Et peut-être que je donnerai un petit peu mon argent. Bon, on enchaîne avec le sujet que tu attendais avec une grande impatience. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, je ne sais pas si c'est une grande impatience, mais en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est très important d'être abordé, mais je vais te laisser l'introduire. Merci. Voilà. Et on en Margiela parlera. et Louboutin, la nouvelle collaboration. Voilà, la toute Vas-y, nouvelle Bemba. collaboration, c'est une collaboration qui s'est faite suite à la dernière collection Métiers des Arts de John Galliano chez Margiela. Une collection qui a marqué les esprits et qui a vraiment retourné le monde de la mode et qui nous a fait comprendre que c'était le retour du drama et de la scénographie dans le monde de la mode parce que ça nous manquait depuis des années. Et en fait, moi, si je voulais en parler, c'est parce que déjà, je trouve que c'est une très bonne collection. Ah ouais? J'ai trouvé les pièces très intéressantes. D'accord. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que cette collection, pour moi, c'était un dialogue entre deux univers complètement différents. C'est vrai. Tu vois? T'as le côté très minimaliste de Margiela et très ultra glamour féminin de Louboutin. Et je pense que ce qui est intéressant, comme je disais, c'est que pour moi, cette collaboration-là, c'était vraiment un dialogue. Pour expliquer un peu plus en détail, dans cette collaboration-là, il y a 6 souliers, pour être un peu plus correct dans mon propos, 6 souliers qui sont interprétés du point de vue de Louboutin. Donc, Louboutin réinterprète les tabis de Margiela et 6 souliers qui sont interprétés par Margiela qui réinterprètent différents modèles de Louboutin. Et pour moi, ce qui est très intéressant dans cette collaboration-là, c'est que dans les collaborations de manière générale, c'est pas ce point de vue-là qu'on a. Tu vois? Ce qu'on a comme point de vue, c'est une personne qui va collaborer avec une maison de luxe et au final, ça va être un produit. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple, Suprême et Louis Vuitton. Tu vois? Je dis pas que c'est pas pour critiquer la collection, mais ce que je veux dire, c'est que on sentait que c'était un produit Suprême avec juste les logos Louis Vuitton. Ouais, Tu je vois? ce que tu veux dire. Alors que là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que on sait pas si c'est Louboutin qui a décidé de collaborer avec Margiela ou Margiela qui a décidé de collaborer avec Louboutin. C'est que tout est tellement bien fait qu'on se dit juste que c'est les deux qui ont décidé de faire des souliers ensemble, tu vois. Et moi, la question que j'ai, et franchement, moi, j'avoue, ce sujet, je ne l'ai pas trop creusé parce que ça ne m'intéressait pas trop et je sentais que tu avais des choses à m'apprendre. Donc, je me suis dit, je viens de façon neutre et tu me diras les choses. La fameuse chaussure qu'on voit partout, là, l'espèce de ballerine à talons, ça, c'est la collaboration ou ça n'a rien à voir? Non, je crois que ça n'a rien à voir. Ok. Je crois que ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, il y a les tabis qui ont été revisités avec différents modèles. Les tabis, pour ceux qui ne savent pas, c'est les chaussures de Margiela qui ont le premier orteil séparé des autres.
C'est une chaussure qui est inspirée des chaussures japonaises de manière générale. Et il y a celles-ci qui ont été réinterprétées. Donc là, on sait que c'est vraiment inspiré de Margiela. Et après, de l'autre côté, tous les modèles qu'on a, on ne sait pas vraiment si c'est réinterprété par Margiela ou si c'est... Peu importe. Mais moi, en fait, je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet-là parce que ça montre aussi que un défilé peut avoir un impact énorme sur un processus de création. Et ensuite, ça montre aussi qu'une collaboration, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient apposer ses idées, et c'est quelqu'un qui appose ses idées et la personne qui décide de créer, et elles peuvent merger ensemble. Et je pense que c'est important, c'est un détail très important à prendre en compte dans la mode pour le futur. Bravo, Donc, Bemba. prenez exemple, les amis. Voilà. Ok, maintenant on passe à l'événement au musée du Louvre, qui a été décrit comme le nouveau Met Gala français, même si on a beaucoup qui ont eu besoin de dire que les deux étaient deux événements à part entière et qu'il fallait pas nécessairement les coupler ou faire des comparaisons entre eux. Mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté. Et il y en a beaucoup, moi compris. Voilà. Toi, grosso modo, déjà, on va resituer un petit peu. Déjà, qu'est-ce qu'est le Met Gala? Alors, le Met Gala, c'est un événement caritatif qui fait une levée de fonds pour le Costume Institute à New York. Donc, vous avez au Metropolitan Museum, vous avez une section mode qui est vraiment dédiée à la mode, aux pièces d'art et aux pièces de mode qui sont présentées dans ce musée-là. Et chaque année, ils font un grand dîner caritatif où ils élèvent des fonds justement pour pouvoir financer cette exposition-là, financer la restauration de certaines pièces, financer la restauration de certaines œuvres dans le musée. Et c'est un événement qui existe depuis des années et des années. Et je crois que, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, la dame qui a créé le Met Gala, c'est Diane Vreeland, qui a décidé de mettre ce gala caritatif en œuvre pour célébrer la mode de la meilleure des manières. Mais pour être très honnête avec vous, à la base, c'était un dîner caritatif très, très simple, etc., où la bourgeoisie new-yorkaise, exactement, la bourgeoisie new-yorkaise était invitée. Et ensuite, Anna Wintour, parce qu'on doit quand même lui donner ses fleurs, hein, bien sûr, l'a vraiment propulsée. Elle nous a vraiment donné ce que le Met Gala est aujourd'hui, les gros tapis rouges, les célébrités, les flashs, les paillettes, le thème, et blablabla, et blablabla. Tout ce que t'aimes, tout ce que t'adores. La validation des outfits. En fait, je trouve que, pour le coup, si elle a on réussi à créer un événement. Exactement. Voilà. Et si le Met Gala en est là où il est aujourd'hui, c'est vraiment... merci Diane Vreeland, hein, mais merci Anna Wintour surtout. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'il y ait certains organisateurs de la soirée du Louvre qui ont eu besoin de dire non, il ne faut pas comparer au Met Gala, mais là aussi, il y a un point qui rejoint un petit peu la même chose qui se passe à New York, c'est que il y a une levée de fonds pour un nouveau, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un pôle, mais une nouvelle exhibition couture au sein du Louvre, parce qu'il faut savoir quand même que le Louvre, on était plutôt sur de l'art, même pas contemporain, vraiment des pièces d'art anciennes, etc. Et là, tiens, il s'ouvre un petit peu sur la couture, le vêtement. Après, c'est très nouveau déjà au sein de... c'est très nouveau, mais je pense que c'est aussi une manière de montrer que la mode, c'est un art. Et au final aussi, que l'art qu'on a au musée inspire aussi beaucoup la mode. Que ce soit de par les couleurs, que ce soit de par la création de certaines pièces, etc. etc. On se retrouve avec des pièces qui sont inspirées d'œuvres d'art, de tableaux, de sculptures, de whatever the case may be, quoi. D'ailleurs, l'exposition, elle s'appelle « Louvre Couture, objets d'art et objets de mode ». Voilà. Qui est-ce qu'il y avait comme invité lors de cet événement ? Keira Knightley. Moi, personnellement, j'ai pas trop regardé. regardé ? Non, j'ai juste vu des photos. Mais en fait, quand tu t'es même pas intéressé. Non, c'est pas que je me suis pas intéressée. C'est que quand on m'a dit... Non, c'est que ça ne t'intéresse pas. C'est quand on m'a dit le Met Gala français, je me suis dit déjà... Voilà. Déjà, je me rappelle quand on en a parlé un petit peu sur Insta, tu as commencé à me dire mais pourquoi ils ont fait des photos devant la pyramide, c'est moche. Mais même pas. Non, en fait, c'est tout ça. C'est que pour moi, on compare au Met Gala français et finalement, c'est pas... Mais Bemba, l'emblème du Louvre, c'est la pyramide du Louvre. Mais c'est pas l'emblème de la France. Oui, mais là,
l'histoire, elle se passe pas. Ça représente pas la France déjà. En plus, franchement, la mode, c'est tellement élitiste que souvent on représente Paris plus que la France. C'est vrai. Donc voilà. Et ce qui représente Paris, en l'occurrence, en monument, il y a quoi? La Tour Eiffel, Non mais oui, et le Louvre. voilà. Donc, Non, en fait, moi, Voilà. c'est pas forcément les photos devant le Louvre qui m'ont si, ça t'a dérangé. beaucoup dérangé. Non, c'est pas, c'est Alton plus. Mason qui posait comme ça, là, t'as pas aimé. Il n'y a pas que lui. Voilà. Mais c'est plus le fait que pour un événement qui est aussi... Parce que quand l'info est sortie et qu'on nous en a parlé, le monde de la mode était à 2 doigts de s'effondrer. Hein. Ah, on va avoir notre exposition, on va avoir notre mais truc. oui, mais il y a des gens qui me disaient ça y est, ça va arriver. Voilà. Moi, il y a plein d'amis à moi qui me disaient, tu vois, je te l'avais dit, maintenant ils vont le faire, ça va arriver, on va avoir notre Met Gala. Et Moi, en j'ai fait, dit non. maintenant, quand j'ai regardé tout ça, je me suis dit... I need something. Déjà, il y a un truc aussi que je me suis posé, c'est est-ce que c'est vraiment... Parce que d'accord, il y avait Anna Wintour, mais est-ce que c'est vraiment soutenu, mis en place par Vogue? C'était un événement à part entière, Je pense. avec une levée de fonds, un dîner, etc. Mais il n'y avait pas l'étiquette Vogue. Et ça, déjà, ça fait que pour moi, on ne peut pas parler du Met Gala français. OK. En tout cas, pour moi. Oui, non. Parce que Mais en c'est fait, vrai que Vogue est une très hyper présent bonne- dans le Met Gala. C'est une hyper bonne perspective. C'est une hyper bonne perspective parce que c'est en soi le tampon Mm. de validation C'est ça. de l'événement mode, quoi. Mhm. En termes de chiffres, en tout cas, parce que je les ai, donc on va quand même les donner. On parle d'un peu plus d'1 million d'euros pour soutenir la mission culturelle du musée, enfin pour soutenir les missions culturelles du musée, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Et le grand dîner, il a recueilli 1,4 million d'euros. Voilà. OK. Je sais, j'ai pas les chiffres du Met Gala en tête, mais je sais qu'on est quand même un peu en dessous. Un peu mais seulement. pour une première édition, arrête, Bemba. Bah, non, c'est Pour une première édition, c'est vraiment bien. non, c'est vraiment bien. C'est Mais ce que je vraiment veux bien. dire, c'est que quand on pense à l'organisation du Met Gala, le fait que les invités payent leurs tickets, et si je me souviens bien, les tickets sont à plus de 30 000 $ un ticket. 25 000. Voilà. Non, mais c'est beaucoup. Mais c'est pour dire, c'est 25 000. Non, je comprends, mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que c'est déjà énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est déjà énorme. Énorme. Si on ajoute à ça le prix des tickets plus la levée de fonds après derrière, C'est ça. Ah oui. Ah non, mais c'est pour ça qu'il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi il y avait une Lena Mafouf au Met Gala. Non, mais je voulais voir ta tête. comme Naomi Campbell l'a si bien dit un jour, no comment. I do not want to comment. Anyways. Ok. Bon, en tout cas, positif, pas positif, c'est quoi la conclusion? Pour moi, c'est... Il n'y a pas de positif ou pas positif. Pour Non, moi... mais arrête, c'est Non. positif ou pas positif? Non, pour Non, moi, mais oui pour ou moi, non? pour moi, c'est à voir. C'est-à-dire que je suis au milieu. Je suis au milieu. Non, mais vas-y, je c'est verrai vrai. comment ça évolue. Ok, on Et embraye. pour moi, en fait, c'est prometteur parce que c'est aussi une manière de montrer l'artisanat français et la mode et comment la mode a vraiment un impact Est-ce que en ça a France. été... Ouais, mais ça n'a pas été montré, ça. Donc ça Non, sert ça à n'a pas, souligner. ça a pas été montré, mais je pense qu'on peut le pousser un petit peu plus. Et je pense que ce qui serait intéressant de le faire, c'est peut-être avoir au Louvre une section qui va être juste dédiée à la mode, C'est aux ce qui- pièces c'est ce qui- mode très intéressantes. C'est ce que là, justement, ils vont faire. Il y a plus de 45 maisons de couture qui ont participé Voilà. à cette exposition. Parce que de ce que j'ai compris, l'exposition, les pièces sont mélangées aux œuvres d'art, donc on voit pas trop. Donc Mais en vrai, faudrait qu'on y aille déjà. déjà. Ouais. Mais Déjà, je vais avant y de aller un parler. jour où il n'y a pas... Parce que la dernière fois, j'ai voulu y aller, mais il y avait une cohue. J'ai dit, c'est mort. J'ai envie de Ah prendre. mais le Louvre, voilà. Voilà. But anyways, on verra. Anyway. Alors, on embraye avec la Fashion Week, prête à porter femme, de 2025. Bemba. Non, mais j'ai enfin à dire que... Non. C'est moi qui vais introduire ton, Ok. ton chéri, là. Commence déjà par me faire un résumé complet. C'est toi, le pro là, de la Fashion Week, là, qui va Non, tout mais le je- temps faire des stories et tout. Vas-y. Non, mais justement, j'arrive. Voilà. J'attendais que tu... Let's go. Tu veux qu'on commence par les nouveaux directeurs Non, artistiques déjà, j'aimerais dire que Paris Fashion Week is back. Ouais, c'est vrai.
On a C'est vrai. enfin un grand retour de la Fashion Week de Paris. C'est vrai. Il y a des défilés qu'on a appréciés, d'autres qu'on n'a pas appréciés, mais de manière générale, cette Fashion Week était très intéressante. Ouais. New York n'est pas le Super Bowl de la mode. La Fashion Week de New York ne l'est pas. Paris a fait son grand retour. Donc là, on a vraiment un retour hyper positif et franchement, c'est prometteur. Mais je pense que l'arrivée de tout nouveau directeur artistique à la tête de certaines maisons a vraiment boosté le truc. Ouais. Le premier, avant que tu me parles de ton chéri. Nouveau directeur artistique. Il y a qui? On a... Je ne sais plus comment il s'appelle, je suis vraiment désolée. Un nouvel arrivant de chez Dries Van Noten. Dries Van Noten. Julian Klosner. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il était déjà dans la maison à la base. Il a juste repris le flambeau. Et en fait, la manière dont il a repris le flambeau, c'était juste magique. Mhm. Il n'y avait pas de transition trop brute, on ne savait pas trop où se placer. Là, c'était vraiment hyper fluide. Finalement, en fait, la façon dont ça s'est passé, c'est un petit peu comme un Roustin à l'époque. Roustin, il a quand même été, on va dire, guidé, dirigé par Christophe Ducarnin. À chaque fois, j'oublie si c'est Christopher ou Christophe Ducarnin. Je crois que c'est Christophe. C'est Christophe? Ouais, je crois que c'est Christophe. Ok, parce que je ne vais pas dire de bêtises qu'on vienne me chercher là dans les On vient de commentaires. dire dans les commentaires, non, mais c'est pas ça. Voilà, donc Christophe Ducarnin, c'est lui quand même qui a tout appris à Roustin. Et derrière, c'est lui après qui est arrivé avec toutes les armes que lui avait données un Christophe Ducarnin. Donc là, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée avec Ouais. un Klosner. Et c'est ça que c'est intéressant. Et du coup, il arrive en connaissant déjà les rouages de la maison. C'est pas genre j'arrive et je dois faire connaissance avec le studio de création, je dois marcher sur des œufs. Non, c'est je sais déjà où je vais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette manière de je sais là où je vais, tout en ayant déjà des armes, c'est que la collection, elle est restée très propre à lui-même. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une collection de Dries Van Noten inspirée de tout ce qu'il avait pu apprendre, mais on voyait que c'était très proche de son processus de création. Parce que moi, quand je regardais les collections de Dries Van Noten et sa collection à lui, je voyais énormément de points communs, mais dans un sens, je trouvais que la collection, elle était un peu plus éloignée de ce que Dries faisait à la base. Et ça, j'ai trouvé ça qui est très, bien. très intéressant. Oui, c'est hyper C'est intéressant. bien. Parce que ça Pour que ça montre qu'il évolue reprend aussi. les armes, mais qu'il continue à vendre l'esprit de la maison. T'es un et à client se- sur Dries Van Noten, t'aimes bien? Pas vraiment. Ouais, Mais les pièces sont... J'ai jamais été client, mais les pièces sont très intéressantes. ok, Donc, je pense que je dois arriver à un âge un peu plus grown ok. pour partir ça. Et vas-y, maintenant tu parlais de l'amour de ta vie, de Haider Ackerman. C'est pour pas Tom seulement Ford. l'amour de ma vie, c'est un des couturiers les plus talentueux Ah, purée. de ce monde. De ce monde. Un expert du tailoring, oui, de ce monde. Et je crois que t'as dit Et- de notre ère, t'as carrément dit de ce Oui, monde. de ce monde, clairement. Ah oui. Et donc, Dries Van Noten nous a... Wouh, tu vois, la petite Voilà, révélateur. j'ai été concentré là-dessus, encore une fois. Haider Ackerman nous a présenté sa toute première collection pour Tom Ford. Le premier défilé de la Fashion Week qui a eu une standing ovation. Je pense que ça parle de soi-même. Ah non, mais c'était incroyable. Voilà. Tout était juste. C'était d'une justesse incroyable. C'était poétique. C'était Tom Ford. C'était Haider Ackerman. C'était... En fait, non, c'est... Encore Non, une mais fois... tu vois, même le fait qu'à la fin, t'as un Tom Ford qui se lève, qui le prend dans ses bras, qui, tu vois, genre, c'est bon. Et, ça t'as fait dead ça. et Anna Wintour aussi qui se lève et ça fait Ouais. très longtemps qu'elle ne s'est pas levée à un Ah défilé. bah. Hein, donc, voilà. Donc enfant là, qui ça s'est parle, levé, c'était ça parle vraiment de soi-même. Mais au-delà de ça, c'est que, encore une fois, comme je disais, pour revenir à un terme que j'avais utilisé un peu plus tôt, c'est encore un dialogue. Tu vois, on retrouve une conversation Ouais, t'avais dit entre ça deux pour, créateurs. Margiela et Exactement. Louboutin. On retrouve une conversation entre deux créateurs qui nous vendent vraiment leurs propres univers, mais en ayant énormément de points communs. C'est-à-dire que Tom Ford est connu pour son interprétation du sexe qui est un peu outrageuse. Et là, Haider Ackerman nous a dit, bah, moi, je sais vous montrer... Je peux être sexuel, mais je ne vais pas vous montrer comme Tom Ford vous le montre. Vous voyez? C'est important quand même de préciser que c'est quand même Tom Ford et Karine Rothfeld qui ont inventé le porno chic. Oui, clairement. Merci. Clairement. Ces deux-là, ils sont locked in. Voilà. Et il y a un détail que j'ai trouvé très intéressant aussi dans leur conversation, c'est un propos que Haider Ackerman a cité et qui montre vraiment ce dialogue-là. Il disait que Tom Ford, c'était la nuit et que lui, c'était un peu le petit matin quand tu te lèves le matin et que tu attrapes la chemise de ton compas et que tu la revêtis. Oui, mais de toute façon, c'est pour ça, lui, le côté sexy, c'est par des subtilités. Il n'a pas envie d'aller dans quelque chose de très de franc, de je montre le sexe, c'est je montre l'après-sexe. Donc, en fait, quelque chose de... Il y a aussi, comme tu as dit, c'est très poétique, mais il y a quelque chose aussi de très
de très doux et amoureux, en Ouais. fait. Là où Tom Ford, il est dans quelque chose de beaucoup plus bestial et sauvage. tu Il y a vois. je pense qu'il y a une forme de pudicité aussi, Pudicité, ça se dit? je crois. Je sais pas. Bah, c'est dit. Voilà. Bah, je l'ai inventé. Voilà, voilà. c'est dit. Donc, pudicité. Et je De trouve pudeur, que c'est sinon. de pudeur aussi. Voilà. C'est très bien. C'est bien, très très bien. pudeur. Merci beaucoup. Et je pense que ça c'est Hmm, quelque chose qui nous manquait un petit peu. ouais. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient contents aussi de retrouver justement tout le show autour du voyage de Vuitton, parce que c'est un petit peu, c'est l'essence de la maison Vuitton. Il y en a qui étaient contents de retrouver, comme ils disent, les emblématiques de chez Chanel, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on voit à toutes les collections, donc je ne sais pas pourquoi les gens étaient contents. Bah après cette collection, je n'ai pas trouvé très emblématique. Moi non plus. J'ai Mais en juste tout cas, hâte c'est- que Mathieu arrive dans les bureaux et dise Ouais, Let's en tout cas, go. c'est ce que les critiques ont dit. Et surtout, une que j'aime beaucoup, j'ai pas envie de dire son nom parce que je l'aime trop, mais quand elle a dit, ah, mais c'était super, Chanel, on retourne aux emblématiques de chez Chanel, de la maison, c'est incroyable, on a l'impression de revoir Karl. Quoi? je Non. pense que tu peux dire son prénom. Une Vas-y. dame qui a les cheveux courts. Non, vas-y, Tatiana. Non, je sais plus. Tu veux que je te tienne la main pour Non. que tu le dises? Ah, ok. Non, parce que je l'aime trop. Ok, d'accord. Voilà. Ah, voilà. En termes de défilés innovants, ça c'est important aussi de les pointer du doigt parce que c'est des nouveaux créateurs, enfin c'est des créateurs un peu moins connus. Mhm. Tu Il y a- sais, le défilé là, tu sais, en rembobinage là, qui a commencé par la fin où tout était porté à l'envers. T'as pas vu ce Non, show? c'est ça, j'ai Zomer. pas vu. Ok. Je crois que c'est un nouveau créateur et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et intelligent. Bah, en fait, je trouve ça, je regarderai un peu plus intéressant, un peu plus profondément, mais de la manière dont tu me parles, je trouve ça intéressant parce que moi, ça me fait écho à certains défilés où, je crois que c'est Songjo, si je me souviens bien. Ah oui, alors. Oui, tu vois. Songzio. Ah mais là, Et- là j'ai un. J'ai Et- un mais retour je me en souviens qu'ils arrière. avaient fait un défilé où justement il y avait une bobine de fil qui Mm. s'effilochait en fait et le mannequin continuait à avancer et ça nous donnait un autre look. Donc tu sais, il y a ce côté très innovateur, ce cocon. Il y a aussi, ça me rappelle aussi en termes, peut-être que c'est pas le bon terme pour l'innovation parce que c'est un peu poussé, mais Copernic, tu vois. Ouais, mais ouais. Après, bon, Là, tu veux qu'on parle de Copernic là cette dernière saison? let's go. Bah vas-y. J'ai rien à dire. Voilà. Donc vas-y, on continue. Non, en fait, j'ai toujours quelque chose à dire. Ça, I'm say it. Non, mais mais- ce que je veux dire, c'est que je comprends la maison et je comprends les inspirations, le fait que Tu ça. parles de Copernic là? Oui, je Mm. comprends le fait que on va le tourner autour du fait que ce soit un mathématicien, un physicien, etc. Mais peut-être qu'on peut mettre ces mathématiques, cette physique, cette chimie dans les pièces et dans les vêtements. Parce que les défilés, on fait une robe sur Bella, c'était très bien, mais après, on n'a pas eu plus. Et je pense que les petits sacs qu'on a eus sont très intéressants, mais on n'a pas besoin de nous les décliner sous toutes les formes. Parce qu'après le verre, la météorite, et là, on a le Tamagotchi. Donc, Non, mais moi, comme je dis, en fait, on sait même plus si Copernic c'est une maison de prêt-à-porter ou, je sais pas, une espèce une de maison de start-up technologie. high-tech. Oui, oui, c'est ce que je disais la dernière fois sur Twitter. J'ai dit, mais attendez, c'est de la technologie qui nous vendent là ou des Mais vêtements? oui, mais c'est ça. Et Donc, je pense alors, que, en fait, je trouve ça un peu dommage parce qu'on peut vraiment allier les deux. Mm. La technologie et la mode, ça peut vraiment être mis ensemble, quoi. Ouais. Mais en tout cas, grosso modo, bonne Fashion Week. Très bonne Fashion Week. Paris a excellé. C'est vrai que Mhm. Milan, c'était un peu dommage. Bah, à Milan, c'est toujours un peu. Franchement, Versace, Bah, ça s'est vu que. c'était pas au niveau. Voilà. Bref, mais en tout cas, il faut qu'on avance. Donc, en bref, super Fashion Week française, Oui. enfin parisienne. Parisienne. Heider Ackerman, Le On grand est- gagnant de cette Fashion Week. voilà. Non, mais New York, non. Voilà. Non, mais tu veux dire quelque chose sur New York? Bah, je veux juste dire que New York, depuis que Tom Ford et Ralph Lauren et d'autres créateurs ont quitté le calendrier officiel, c'est devenu une expérimentation sociale. Social. Ouais. Ok. Voilà. Merci, Bemba. Anyways. Et maintenant, la nouvelle brûlante, c'est l'arrivée de Demna chez Gucci et l'effondrement des actions Gucci au sein du groupe Kering. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Bah, je pense que les actions parlent d'elles-mêmes, c'est juste catastrophique. Non, dans le sens où je
comprends le fait de vouloir relever Gucci et de vouloir mettre Gucci au top comme Gucci a été au top au temps de Alessandro Michele. Mais pour moi, c'est pas une. En fait, pour moi, c'est un peu bête de prendre un couturier qui marche très bien dans une maison et de se dire bon, allez, on prend celui-ci, ça a marché aussi Alors, là-bas, attends. alors que. Il y a plusieurs trucs. Faut pas que tu oublies non plus que Demna, il est déjà au sein du groupe Kering. Et que Kering, ils aiment bien travailler entre eux. Ils aiment bien... En fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, je dirais qu'il y a quand même des pour et des contre. Il y a un moment, je me suis posée, je me suis dit, je suis pas contente, mais en même temps, j'ai besoin de comprendre pourquoi Gucci a fait ce choix. Concrètement, ils l'ont fait pourquoi? Demna, il a fait ses preuves chez Balenciaga. Il a réussi à redynamiser une maison qui avait perdu son souffle, son aura, et il a recréé un style. Il a popularisé aussi la marque. Il a touché la Gen Z, les millennials aussi, mais surtout la Gen Z, et c'est eux qui consomment. Il a collaboré avec des artistes de la scène, on va dire, mainstream, avec une image forte. Kanye West, Kim Kardashian, qui d'autre plus récemment? Aya Nakamura. Mais Non, c'était mais- plus petit. Toi aussi. Ça a eu son impact quand même. Hein. Ça a fait du bruit. Bref. Donc, du coup... non, mais ça a pas... non, mais en vrai, ça, on pourra en parler plus tard. Ouais. Mais pour moi, c'est pas une vraie collaboration. Ok. Parce que, pour moi, c'est un peu... Je trouve ça un peu du foutage de gueule, cette collaboration. Ok. Parce que je suis désolée, arriver et juste faire un sweat, c'est pas une collab. Bref. Donc... Les fashion reverront la définition de collaboration dans ce cas-là. non, mais c'est juste un sweat. C'est pas une petite collection, c'est pas une collection capsule, c'est pas sur une pièce que elle a redesigné avec Demna. C'est un sweat avec écrit Aya Nakamura et Balenciaga. C'est vrai. Bref. Et des fois, c'est ce qu'il leur faut pour faire une collab. Hein. Mais anyways. Non, mais toi, de toute façon, t'aimes pas Demna. Anyways. t'aimes Non, pas c'est pas Demna. que j'aime pas Demna, mais on rentrera un peu plus tard dans le sujet quand on Ouais, parlera mais- des directeurs artistiques et compagnie. Oui, ça, on en parlera d'ailleurs, je crois, au prochain épisode. Ouais, on rentrera dans le... Donc, en tout cas, concrètement, les points positifs, je les ai cités. Les points négatifs, maintenant, je te laisse les citer, toi. Je pense que j'ai pas de point négatif. Je pense juste qu'il va falloir voir et qu'on devra attendre et qu'on verra son processus créatif. Après, pour moi, je sais pas si pour lui, c'est bon d'aller chez Gucci. Je pense que Gucci a besoin d'autre chose et d'avoir un style un peu plus défini et d'avoir quelque chose qui va se séparer de son identité à la base qu'on a tous dans la tête, c'est-à-dire le Gucci de Tom Ford. Et Je pense que les gens, ils sont passés à autre chose. Hein. ça Avec rev- Alessandro Michele, les gens... ça revient toujours. Ça revient Non. vraiment. Moi, en tout cas, de tout ce que j'ai pu Ça entendre. revient en termes d'influence visuelle, Mhm. mais ça revient pas en termes d'influence de prêt-à-porter. Ce qu'il a créé, Tom Ford, je suis pas certaine que les gens, à part quand les gens ils revoient un Fight Club, ils se disent ah putain je veux trop m'habiller comme Brad Pitt, mais sinon en dehors de ça, Je pense que. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu savoir, ça a toujours son. non mais bien sûr ça a Ouais. toujours, il a impacté la maison. Ouais. Mais à voir, on verra. Ok. Je Mais- sais pas que je suis pas positif, mais j'attends de voir. En tout cas, pour finir sur ce thème, si il arrive à faire, si finalement il fait ce qu'il a fait chez Balenciaga, c'est-à-dire qu'il refait du Demna, je pense que c'est pas très intéressant. Mais si il vient et il arrive à mixer ce style, cette essence Gucci avec l'essence Demna, et qui vient de façon plus intelligente, peut-être comme il l'a fait au départ de Balenciaga, c'est-à-dire avec une Lotta Volkova, avec une Martine Rose, avec des consultants externes comme ça, pour penser l'image, je pense que ça peut être très intéressant. Oui, après, je pense qu'il faut aussi comprendre un peu plus l'essence de Gucci. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre aujourd'hui. Ben, il y a beaucoup de gens pour qui l'essence de Gucci, par exemple, c'est Alessandro Michele. Hein. Enfin bon, écoute. On verra. On verra. Vous voyez Anyway. à ma tête que c'est plein de points d'interrogation. Donc, Ouais, on je verra. vois ça. Écoute, en tout cas, on embraye avec le sujet de fond. Cette semaine, on va parler de l'évolution du carnet des invités à la Fashion Week. L'évolution des front rows. Parce qu'il y a un truc aussi... En fait, j'étais là comme ça, je t'ai posé avec une copine. Et après, j'en ai parlé avec l'équipe de production, toi, Bemba. Et je me suis dit, tiens,
comment ça se fait que là, la dernière Fashion Week, une Théodora qui vient d'arriver, qui a même pas encore fait de tournée, qui n'est personne, on va dire actuellement, que je l'ai vue autant lors de cette dernière Fashion Week. Et là, après, tu vois, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait, même une Cardi B, plein de nouveaux acteurs de la musique qui ont même pas nécessairement encore fait leurs armes ou qui ont prouvé quoi que ce soit, ils sont déjà invités. Quand tu vois, par exemple, une Nicki Minaj qui a mis du temps à être invitée à des shows. Même une Beyoncé, elle a mis du temps à être invitée à des shows, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment... Pardon. À quel moment il y a eu ce plafond de verre qui s'est cassé, tu vois? Je pense qu'il y a aussi beaucoup des réseaux. Ouais, non, mais bien sûr. Ça, c'est indéniable. Hein. Je pense que les réseaux sociaux, ça a cassé cette séparation entre les stars, comme quand on était plus jeune, on disait c'est une star. Ouais, c'est vrai. Et qui est une. Et en fait, au début, enfin, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a plus de ce sens de qui est une star. Tu vois? C'est-à-dire qu'il suffit juste d'un bon nombre de followers, d'être acclamé, d'être apprécié. Et de passer à la télé. Et de passer à la télé pour qu'on dise que t'es une star. Alors que, ma chérie, c'est pas tout le monde, hein? Il y en a beaucoup, notamment la journaliste Alice Pfeiffer, qui parle de gentrification déjà dans le milieu de la mode. C'est-à-dire que tu as beaucoup de marques de luxe déjà qui se sont réappropriées les codes de la banlieue pour les interpréter déjà dans le prêt-à-porter. En tout cas, tu vois, réinterpréter les codes. Mais après, je trouve que pour moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Oui, mais ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que en vrai, si tu prends le temps de regarder, c'est venu comme ça. C'est-à-dire que, c'est quand on repart à la genèse. On va parler déjà, parce que quand on parle des artistes qui souvent ont été marginalisés, qui n'étaient pas invités, c'est les artistes de la scène dite urbaine. En vrai, on va dire, hein, c'était les artistes racisés. Parce que Aya, elle fait pas de l'urbain, mais elle est considérée comme une artiste urbaine. Bref, c'est encore un autre débat. Une autre conversation. Ouais, une autre conversation. Mais quand tu regardes déjà ça, le premier créateur qui s'est intéressé à la scène hip-hop, c'est un Gianni Versace. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les lunettes Biggie portent le nom de Biggie Smalls. Donc, il y a eu ça. Mais si tu veux, lui, ça a été un pionnier. Bon, en France, mais après, ce qui était un Jean-Paul Gaultier... Ouais. Ce qui était intéressant chez Gianni, c'est qu'il ne s'est pas limité qu'aux artistes. C'est que lui, il est vraiment allé de manière 360 aux célébrités de manière générale. Donc, je pense qu'il y a aussi une sorte de stigmatisation que lui n'a pas faite. Il s'est dit, moi, un acteur, un rappeur ou quoi que ce soit, ça reste une célébrité. Je pense qu'en fait, il y a certains types de créateurs qui voient l'influence qu'un artiste et l'aura qu'un artiste a. Ils vont dépasser le côté qu'est-ce qu'il représente. Parce que finalement, la mode, faut pas non plus oublier, c'est quand même très élitiste. La musique aussi, c'est très élitiste. Et pendant très longtemps, toute la scène urbaine, j'aime pas dire ce mot, donc hip-hop, était marginalisée, mise de côté. Ils étaient traités comme des prolétaires. Et j'ai envie quand même de citer un sociologue qui a parlé de ça, qui a fait un livre là-dessus, je sais plus, qui s'appelle Dick Ebdidge. Et il a dit, alors la phrase, je sais pas si elle est, peut-être qu'elle est pas exacte, mais il a dit toute sous-culture est à un moment reprise par la classe dominante. Ouais. Et ça, en fait, je me suis dit, mais ça, c'est trop parlant. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Ben voilà, parce qu'il y a un moment où, de toute façon, le hip-hop, ça s'est popularisé en France. Il y a eu une aura. Il y a eu un premier âge d'or du hip-hop, c'est années 90. Et le second âge d'or du hip-hop, c'est les années 2000. Ouais. Avec, du coup, les réseaux sociaux. Et là, les gens se rendent compte que mais tu as des artistes qui vendent, qui sont populaires, qui sont très suivis. Mais attends, mais comment je peux toucher, moi, le public de ces artistes-là ? Il faut que je les invite, il faut que je collabore avec eux. Et c'est aussi comme ça qu'il y a des créateurs qui se sont intéressés à ces personnalités-là. Il y a aussi un autre point, c'est que le paysage aussi dans le milieu, au sein des maisons et des studios de création, il a évolué, il a changé. Aussi. Tu as des personnalités beaucoup plus jeunes. Je sais que tu l'aimes pas, mais Marine Serre, par exemple. C'est pas que je l'aime pas, mais bon.
Non, mais J'ai... par exemple, tu as eu Virgil Abloh. Mhm. T'as Et je eu pense que ça a beaucoup Ah, eu mais son ça a impact. beaucoup, ça a créé. Il y a eu un avant-après Virgil Abloh. Et c'est ce qui a fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même Virgil Abloh qui a invité PNL. Donc, Ouais. tu as eu PNL au défilé Vuitton. Ça, déjà, les gens, ils ont fait. Les gens, ils ont bégayé. Ils savaient même pas quoi dire. Est-ce que tu penses pas que justement, ce qui a aussi eu son impact à un certain moment, c'est aussi le fait que des gens dits de culture urbaine s'intéressent à la mode? C'est-à-dire qu'à un certain moment, dans les années 90, début des années 2000, on avait énormément de rappeurs qui créaient des collections. Ah, tu veux parler, genre, par exemple, d'un Didier avec Sin John, et Ouais, trucs comme voilà, ça, des ou trucs comme encore, ça. comment ça s'appelle, Jay-Z avec. C'était quoi déjà cette marque bref, mais je vois, ouais. Donc, Ouais. ouais. Je sais. Est-ce que tu penses pas que ça a eu son impact aussi dans je ce qu'on pense. voit aujourd'hui? Je pense pas nécessairement. OK. Vraiment, je pense que l'évolution. Il y en a qui disent que, par exemple, l'évolution, elle s'est faite aussi grâce à des personnalités comme Kim Kardashian. Tu OK. vois, le fait de. Je suis une personne mise sur le banc de touche qui me sert de la force que j'ai. La seule force que j'ai, c'est les réseaux sociaux, mon image, Mhm. et je crée quelque chose et je deviens indéniable et vous ne pouvez plus faire sans moi. Tu vois. Il y en a qui le voient aussi de cette façon. Non, je suis d'accord. Je sais pas. Parce que en vrai, quand on y pense maintenant, Kim Kardashian, c'est devenu indéniable. Ouais. Mais après, quand tu regardes, après, plus récemment, donc là, tu vois, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais à la base, je parle d'une Théodora. Une Théodora qui vient d'être invitée, alors qu'elle vient d'arriver, comme je t'ai dit, c'est une nouvelle artiste, etc. Et une Aya qui est là depuis très longtemps, Mhm. quand même, et qui n'a été invitée, qui a été boudée très longtemps par les maisons de couture. La première maison qui l'a invitée, c'est quand même Jacquemus, et Simon doit quand même lui donner ça, tu vois, parce que je pense qu'il a ce côté un peu comme un Jean-Paul Gaultier tout à l'heure que je voulais citer, c'est-à-dire j'invite qui me touche, qui m'inspire, qui me plaît, tu vois. Et il y a ce côté aussi, je pense que c'est aussi personnel, dans le sens où il y a ce côté où peut-être que ces personnes-là, Jean-Paul Gaultier ou autres, qui ont provoqué et qui ont été boudés à un moment donné dans la mode, ils se disent peut-être que c'est à moi aussi de faire comprendre que ces personnes que vous boudez sont des personnes qui sont aussi très inspirantes et très intéressantes, bien qui sûr. ont leur impact aussi. Mais il tu se vois. faisait aussi beaucoup critiquer. Hein. Il se faisait grave critiquer, Jacquemus, quand il a invité Ouais. Aya. Il y a tout le monde qui disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Et quand tu vois Aya, où elle est aujourd'hui, après, on l'a pas encore vue chez Dior. Si. Ça, faudra couper. Hein. Si. si, si. Et si Elle a été chez Dior. on l'a vu chez Dior. Déjà, on l'a vue chez Dior. Mais Aya. en fait... on l'a vu chez Elle Dior. était chez Vuitton? Non, je pense qu'on y est Voilà. pas. Je pense Donc qu'on voilà, y on est... l'a pas vue chez Vuitton. Je pense qu'on n'y est pas encore. Voilà. Après, on n'a pas vu beaucoup de monde chez Vuitton. Tiakola? Non mais... SCH chez Chanel? Ouais. SCH chez Chanel. SCH chez Chanel. Chanel. Gazo chez... Chez Ah, Céline. c'était chez Céline qu'il était, Gazo? Mais après, est-ce que Gazo, Gazo justement... chez Céline. Gazo chez Céline, est-ce que c'est pas justement le Non, mais fait cette qu'il phrase, est... elle est compliquée. On dirait que c'est des trucs chez Chos, là. T'as pas vu, Gazo je chez galère. Céline. Entre Gazo ça et chez l'appareil Céline. dentaire, là, ma chérie. Voilà. Ouais. Non, mais c'est est-ce que tu dur. penses pas que justement le fait que ces rappeurs-là aussi s'inspirent de la mode parce que Gazo il a un titre qui s'appelle Céline, est-ce que ça va pas justement les maisons ne profitent pas de ça en se Mais disant c'est- bon allez Mais c'est exactement ce que je disais, en fait. Il y a un moment où, de toute façon, tu ne peux plus bouder les acteurs dont tu t'inspires. Et marketingment, ça se dit pas marketingment, mais les gens vont comprendre. anyway j'ai quand même dit pudicité donc on Grave. en est j'ai envie de te dire hein. Voilà. Marketingment parlant, non, ça m'énerve, j'aime pas parler un mauvais français. Au niveau du marketing, c'est hyper intelligent de la part des maisons, de toute façon, de s'approcher des personnalités comme ça, parce que c'est ces personnalités-là qui aujourd'hui sont suivies, ont un impact sur les réseaux, et les gens qui les regardent ont envie de consommer ce que eux ils consomment. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils sont là à regarder Snapchat, Instagram, etc. et se dire, je veux la vie de cette personne. Donc, je veux lui ressembler et avoir ce qu'elle a aussi. Et avoir ce qu'elle a, ça passe par quoi? Le plus simple, c'est quoi? Parce qu'ils Bah, peuvent avoir ce pas qu'elle aller...
Bah oui, c'est vêtements. Et ça me fait penser à une anecdote quand je travaillais chez Versace, juste pour faire rapidement. J'aime trop à chaque fois raconter Non, des trucs où je travaillais. ça, je suis obligée. Hein. Je suis tombée sur un monsieur qui est venu me voir quand j'étais conseiller de vente et tout. Comment et, il s'appelait, ce monsieur? Non, justement, c'est un monsieur qui rentre dans la boutique et tout, qui me dit, oui, bonjour, monsieur, est-ce que je pourrais avoir... est-ce que vous avez la chemise de la crime? Ah oui, tu m'avais raconté. Alors moi, il faut savoir que le rap français... très peu pour moi. Déjà, le rap de manière générale, très peu pour moi, mais le rap français, j'en écoute pas beaucoup. C'est pas que je n'aime pas, Ouais, c'est mais juste t'aimes que le rap US? oui, j'aime le rap US, Ok. mais j'en écoute pas autant que ça. Et le monsieur et moi, on s'est regardé pendant 5 bonnes minutes parce que moi, j'étais en train de le regarder, en train de me demander c'est qui la crime. Et lui, il était en train de me regarder, en train de se demander est-ce que tu vas pouvoir répondre à mes attentes? Et en fait, je cite cette anecdote-là, c'est aussi pour faire comprendre que dans la vie de tous les jours, ah, mais j'ai vu telle célébrité porter, j'ai vu un tel porter, je peux l'avoir aussi. Tu vois? Ouais. Et je peux l'avoir aussi, ça crée de l'argent, les maisons sont contentes. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons. Par exemple, il y a une maison qu'on a beaucoup critiquée, c'est Lacoste, qui pendant très longtemps a boudé les personnes de banlieue, ne voulait pas que ne voulait pas que la marque soit représentée par les personnes de banlieue et qui récemment a collaboré, en tout cas a pris en égérie un rappeur. Bon, ce rappeur, on va pas le nommer parce qu'il a des casseroles, hein, voilà. Voilà, on va éviter. Mais, hein. tu vois, déjà, tu vois, ce retournement de situation, il se fait comment? C'est à un moment, de toute façon, on ne peut plus lutter contre ce qui fonctionne, ce qui marche. C'est tout. Ces personnes, les personnalités de la scène hip-hop, elles ont une voix, elles sont suivies, elles ont un impact. Et de toute façon, regarde, bon, alors plus largement, bien sûr, c'est des personnalités US. Nous, on parlait vraiment de l'évolution des Frontro sur la scène française. C'est pour ça qu'on a cité des artistes français. Mais quand tu regardes, par exemple, Dior, ils ont collaboré avec A$AP Rocky. Oui. Non, c'est avec Travis Scott. Avec Travis Scott, voilà. Collection qui n'est jamais sortie d'ailleurs. Alors, ça, on peut en parler, mais une autre fois. Pour X, Y raison. Ah, Voilà. voilà. Travis... Non, mais attends, il y a eu A$AP Rocky aussi avec Dior. Non, il était égérie, Dior. Ouais, il a été égérie. Ouais, Pour moi, c'est... Ok, Non, mais ouais. ça reste, Non, parce que comme tu disais collaborer, pour moi, c'était vraiment... Oui, je voilà. comprends. Non, je veux dire, en tout cas, des personnes de la scène hip-hop qui ont travaillé, si tu préfères, avec des marques, des grosses maisons. Donc, tu as eu Rihanna, Ouais. tu as eu A$AP Rocky, tu as eu Travis Scott, il y a eu Kanye West, il y a eu Beyoncé avec Jay-Z, Fred. Ouais. Tiffany. Oulala. Tiffany, pardon. Il y a eu qui d'autre? Après, je pense qu'il y a aussi certains créateurs qui ont aussi pris certaines de ces personnes de ce milieu urbain, encore une fois, comme égérie. Tu vois, ou comme muse. Alexander McQueen, il était absolument fan de Lil' Kim. Oui. Tu vois, Lil' Kim, elle a porté pendant très longtemps du Dior par John Galliano. On l'a vu dans énormément de clips. Dior par John Galliano, on l'a vu dans les clips de Rémi Ma, on l'a vu dans plein de choses. Donc, je pense qu'il y a un moment où ça se faisait, il y a un autre moment où il y a eu une stigmatisation, et là, on est en train de revoir le retour parce que les gens ils comprennent qu'on ne peut plus faire sans. Voilà. Mais après, je pense que, pour moi, en tout cas, il faudrait peut-être essayer de minimiser l'impact des réseaux et l'invitation de toutes ces stars entre grandes guillemets, en fait, des réseaux, quoi. Je sais que toi, le truc que tu veux pointer, c'est finalement la place de l'influence. C'est ça. C'est ça, j'ai compris. Moi, je te parle... Ça, c'est encore un autre débat. Ouais, c'est encore mais un autre... moi, je veux vraiment parler... Parce que ça a son des impact aussi aujourd'hui. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je parlais vraiment de la... Okay. Parce qu'en fait, les influenceurs, finalement, avant, c'était les hit girls. Et elles étaient déjà là. Il y a toujours une place pour ces hit girls dans les shows. Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Disons que, tu sais, elles avaient toujours une étiquette qu'on pouvait un peu rattraper dans le sens où les hit girls, il y avait... C'était parce que c'était des Nepo Baby ou des trucs comme ou ça. même sans ça, tu sais, il y a une période où c'était les blogueuses, mais elles faisaient quelque chose qui était, disons, intéressant, auquel on pouvait s'accrocher, tu vois. Et aujourd'hui, des fois, on invite des gens sur quoi on ne peut pas s'accrocher. Moi, il y a des blogueuses que j'adorais quand j'étais ado. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. La plupart, elles font plus de blog. Hein. Enfin bon, écoute. On conclut par quoi? Est-ce que tu as l'impression qu'on est allé un petit peu dans le fond? Parce que j'ai l'impression qu'on est resté un petit peu en surface. Pour moi, je pense que si on va aller dans le fond,
c'est vraiment un épisode tout entier parce qu'il y a énormément de choses à déconstruire et à creuser, tu vois, de manière générale. Mais je pense que rester dans le fond comme ça, c'est bien parce que ça nous permet de nous donner une vision un peu plus globale du problème, entre grandes guillemets, parce que c'est pas vraiment un problème, mais voilà. Et peut-être qu'un jour, on traitera le sujet un peu plus en S'il y a profondeur. des personnes qui veulent réagir en commentaire et nous donner leur avis, Exactement. avec grand plaisir, Voilà. elles le font. S'il faut que nous, on fasse une vidéo à part qui sera sur TikTok ou Instagram, oui, ou un live sur un space sur Twitter, avec grand plaisir. N'hésitez Mais, pas à nous follow sur Twitter, @lefashionfeedback, sur je vais Instagram, rappeler les @le à la fashion fin, feedback, je et vais- sur je vais TikTok, donner tout ça. @le fashion feedback. Ok. Guys, appuyez sur le bouton et la cloche. Et le pouce. Anyways, Anyway. Ok, bon. En tout cas, conclusion. conclusion, bah, on verra comment ça avance. Ouais, mais en tout On cas, il y verra a quand même comment- il y a quand même une évolution notable. Oui, après, la mode, c'est un peu tricky parce qu'il y a des évolutions et après, un retour en arrière. Hein, donc, on verra. Mais je sais qu'on nous fait des grands signes, mais je veux juste dire un dernier truc. Parce que ça, c'est important. C'est quand tu regardes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais de toute façon, les marques vont beaucoup vers des artistes de niche. Et en fait, il y a un truc qui est réel, c'est qu'elle veut quand même garder un côté un petit peu élitiste, machin. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'une Théodora, elle est un peu partout. Parce qu'il y a un côté un peu niche, tu vois. Elle n'est pas mainstream, hein, Théodora. Bon, vous pourrez couper après, ça. moi, j'écoute pas, j'ai Moi pas non plus, j'écoute vraiment pas. écouté. Donc, Moi non plus. je connais, mais sans plus. Donc, Bon, voilà. maintenant, l'heure du thé. Cette semaine, on va parler du rebranding de la marque Pretty Little Thing. Je sais même pas si je l'ai bien prononcé. J'ai jamais réussi à prononcer cette marque. C'est Pretty Little Things, Pretty Little God, I don't know. PLT. Voilà. Let's do that. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que toi, t'as à dire là-dessus? Bah, en fait, moi, je trouve Déjà, que... point par point. Comment est-ce qu'il est visible le rebranding? Ça, c'est important. Oui, le rebranding... Qu'est-ce que c'est un rebranding déjà? Il y en a, ils vont dire ouais, c'est quoi un rebranding? Je te Vous laisse parlez anglais. faire cette définition-là. Ah ouais? Let's go. Bah, c'est juste retravailler l'image d'une marque, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que en retravaillant l'image, je retravaille le positionnement de la marque et les personnes à qui je m'adresse. C'est bon? Ça te semble clair? Parfait. Parce que là, c'est sorti Parfait. comme ça. Ok, c'est bien. Donc, vas-y, toi, comment est-ce que tu l'as vu, ce rebranding? Déjà, comment est-ce qu'il a été visible? Le changement du logo, Déjà, le changement du logo, le changement du site et le les changement couleurs. de la thématique couleur. Le- On n'est le- plus sur du rose pétant, bien poupée Barbie, on est sur des tons plus neutres. Une autre. Mais après, je trouve que c'est un peu... On va creuser un petit peu plus, mais je trouve que c'est un peu... Voilà. Hein. Le côté plus quiet luxury. Ah, mais Voilà. c'est ce qu'ils... En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais au final, quand tu regardes les pièces pour mettre les pieds dedans, ils ont juste changé les pièces de couleur parce que les robes sexy sur le site, elles existent toujours autant. Les blazers qui s'arrêtent vraiment ras, ils existent toujours autant. En fait, je pense que Ras là, c'est- quoi. c'est au premier abord. C'est au premier abord sur le site, ce qu'on voit en premier, c'est un rebranding hyper poussé. Mais quand on creuse, parce que moi je suis allé voir après, quand on creuse et qu'on regarde les pièces, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. La seule chose qui T'as a creusé changé... comme ça? T'as allé Ah, sur moi, le oui, site? oui. Ah, J'ai fait mon travail, je suis allé creuser parce que C'est bien. je me suis Et dit qu'est-ce que que c'est t'as important. et qu'est-ce que t'as vu qui a changé? Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Non, mais justement, on voit que les pièces n'ont pas autant changé que ça. C'est toujours aussi sexy. C'est un peu plus demure, si je puis dire. C'est Mais very quoi? demure. Mais c'est un peu plus... ça reste quand même assez sexy. Ce qui a changé, ce qui a été vraiment frappant et ce qui a changé, c'est le sizing et les mannequins qui sont représentés. La représentation. C'est-à-dire qu'on avait des femmes de tout horizon, des femmes dark skin, des femmes light skin, des femmes asiatiques, tout. Et là, on se retrouve avec des femmes De type européen. de type européen ou qui sont racially ambiguous. En mode, on sait pas exactement ce que c'est. Bah, en fait, on ne sait pas vraiment si elles sont noires, Noires, on ne mais- sait pas si elles sont métisses, on ne sait pas si elles sont... On ne sait pas vraiment d'où elles viennent exactement, on sait juste qu'elles sont claires et qu'elles correspondent à un archétype très précis, donc l'archétype de la femme blanche de manière générale, ou une femme blanche un peu bronzée, et ça s'arrête à là, quoi. Et aussi au niveau des tailles. Oui, le En fait, sizing. le truc qu'il y a, c'est qu'avant, enfin, quand Pretty Little Thing est arrivé,
Ils se sont présentés un petit peu comme Boo, Comme d'ailleurs. Boo, comme Fashion Nova. Voilà, comme Fashion Nova, comme cette marque qui est hyper inclusive. On parle à tout le monde, à toutes les morphos, petites, très grandes, grosses. Grosse, c'est pas un gros mot, faut arrêter d'avoir peur de le dire. Non, mais c'est vrai. Non, non, je suis Il y avait d'accord avec aussi, toi. il y a aussi, ils ont même inventé la catégorie curves, mais pour justement les nanas qui sont minces en haut, mais qui ont des formes en bas. Voilà. Enfin, il y a vraiment eu ce truc où on allait jusqu'aux 60 en termes de taille quand même chez Pretty Little Thing. Et là, aujourd'hui, pareil, ça a disparu Mhm. parce que. Mais je pense et que c'est- ça a et été ça et l'effacement des femmes de couleur, ça a vraiment été En fait, le grand choc. c'est ça. En fait, ce qu'il faut interroger, c'est tiens, quand une marque veut devenir plus premium, elle efface ses codes dits populaires. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Toi, tu dis, mais attends. Mais Ça veut dire que du coup, si je veux toucher une nouvelle clientèle plus haut de gamme, ça veut dire que je ne peux plus faire de grande taille, je ne peux plus avoir des mannequins racisés, je ne peux plus, je dois aller dans une colorimétrie plus neutre, etc. Tu vois. Et quand tu y penses, tu te dis, mais enfin, c'est un peu dommage, quoi, parce que du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai, toutes les valeurs que j'avais exprimées à la base en tant que marque, je les ai balayées oui, c'est surtout que. pour l'argent. Mais c'est ça, c'est surtout que. Non, parce que c'est ça. Mais Parce que le non, mais truc, c'est c'est surtout que c'était qu'à la base, je le faisais pour l'argent, parce que dans un sens, Oui. l'inclusivité, les gens, ils le font Ah pour oui. l'argent. Et au final, ils voient que l'inclusivité, ça leur rapporte plus autant que ça et qu'ils peuvent gagner de l'argent d'une autre manière. Mhm. Bah, je vais le faire pour. En fait, on se rend très vite compte que pour l'argent, les valeurs des gens changent très, très vite, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a eu plusieurs trucs. Il y a déjà, parce que je parlais avec une amie qui travaille dans la production et le marketing et qui me disait, déjà, il y a eu l'évolution des tendances. C'est qu'aujourd'hui, les gens se posent plus la question de l'éthique, de d'où vient le vêtement, comment est-ce qu'il est produit, Oui, mais- etc. Et il y a eu quand même beaucoup de casseroles qu'a eu Pretty Little Thing. Oui, Donc mais déjà, non mais c'est pour te dire, le changement, il vient. Il y a aussi ça dans le changement. Il y a ce truc de, j'ai besoin de montrer que je suis un petit peu plus éco-responsable. Mais comment tu peux montrer que tu es un petit peu plus éco-responsable alors que quand on regarde la composition de tes vêtements, il n'y a absolument rien qui a changé? Oui, mais c'est Parce là que où c'est pour- hypocrite. oui, mais parce que pour moi, tu vas pas me changer tout ton site, tous les mannequins, tout le ceci, tout le cela, et qu'au final, après, je me retrouve avec un blazer 100% polyester. Oui, Et non, que mais le blazer, il me coûte 40 € plus cher que la collection précédente parce qu'en parce que plus, tu as les prix, ils décidé ont de augmenté changer aussi. de collection. Mais après, moi, je pense que c'est aussi pour rentrer dans une sorte de conformisme que l'on a aujourd'hui de manière générale, où on perd l'identité de marque. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, les marques, de manière générale, font toutes la même chose. Quand je dis toute la même chose, c'est-à-dire qu'on Ouais, se faut que tu retrouve développes là. avec des pièces très simples, très sans forcément de détails, des coupes très classiques. Il y a très peu de marques aujourd'hui qui font des choses qui ressemblent à leur identité de marque à la base. Alors, je comprends les Bah, déjà, on tendances. est dans le quiet luxury depuis quelques années Oui, mais maintenant. justement, Donc ça, c'est- et pour moi, je trouve ça un peu ridicule que tout le monde rentre dans ce moule de quiet luxury alors qu'on a des inspirations, des identités complètement différentes. Un exemple très simple, je vois mal une maison comme Versace, par exemple, faire du quiet luxury. Doesn't make sense. Ouais, mais le truc qu'il y a, c'est que les gens qui consomment en masse, ils vont aller vers le quiet luxury. Oui, mais Parce justement, que tu regardes, bah, par exemple, tu vois, t'as parlé d'une maison, je vais te parler de White Project qui ferme. Mhm. On était loin du quiet luxury. Ah oui, Il y avait clairement. une identité forte et marquée. Ça ne marche pas. Bon, après, pourquoi ça marche pas, ça, on pourra le développer dans Oui. un autre épisode. Oui, mais justement, tu vois, justement, j'allais dire, ce par que- exemple, une maison comme White Project, peut-être que c'est un peu différent. Mais moi, de manière générale, après, quand je parle de conformisme, je parle pas que des maisons, je parle même nous, en tant qu'individus, de manière générale, où je pense qu'il y a un manque de recherche profonde de qui on est et de personnalité. Et ce qui fait que, bah, il suffit juste que ce soit la tendance et tout le monde se dit, bon, bah, let me wear that. Ok. Et allez, je vais être un peu plus fun et mettre un blazer gris avec un collant rouge le jour où je vais être un peu crazy. Ok. En tout cas, le truc qui s'est passé avec Pretty Little Thing, c'est déjà, je sais qu'il y a eu une baisse des ventes après le Covid, mais ça a été le cas pour beaucoup de maisons. Mhm. Il y a eu ça a été
assez compliqué au niveau du prêt-à-porter. Et en même temps, derrière, il y a il y a eu des marques émergentes type Shein, Temu, etc., qui sont arrivées sur le secteur avec les mêmes propositions que Pretty, Oui. en moins cher. Plus rapide, plus ci, plus ça, etc. Et au final, est-ce que ce Donc- que Temu et Shein ont proposé, c'est pas vraiment ça que tu payes plutôt que les 80 € que tu vas payer chez Pretty Little Things? Toutes ces choses-là ont fait que, à un moment, Pretty Little Things s'est dit il faut qu'on change de positionnement, il faut qu'on change quelque chose. Alors, ok, en termes de production, on va pas tout changer parce que financièrement, c'est plutôt rentable pour nous. Mais qu'est-ce qu'on peut changer qui aura un impact sur les ventes? C'est l'image. Mais est-ce que ça aura vraiment un impact, étant donné que tu supprimes vraiment toute une démographie complète? Bah, c'est ça, je sais pas. Pour moi, à pour moi, voir. c'est ça, parce que pour qu'on soit très honnête, il y a une grosse partie de la démographie PLT, c'est ça qui faisait le chiffre. Ah bah oui, Une parce que certaine inclusivité et tout ce qui s'ensuit. Si Bah tu oui. supprimes tout ça, surtout que moi, j'ai regardé sur TikTok les revues de certaines pièces, même sur certaines filles minces, voilà. On est Je vraiment. comprends pas ce- Non, franchement, quand Voilà. je dis. En fait, je pense que tu sais, tu as tout ce rebranding d'un corps un peu plus svelte, quelque chose d'un peu plus épuré et tout. J'ai vu des filles qui pouvaient correspondre à l'image de ce rebranding-là. Et pour elles, au niveau des fittings, c'était une catastrophe aussi. Donc, c'est pas. Je sais pas si au final, ce rebranding-là, ça va être très intéressant non plus s'il n'y a pas d'autres choses qui sont poussées de manière un peu plus profonde derrière. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, le rebranding de PLT, c'était juste pour opérer un nouveau positionnement. Est-ce que ce nouveau positionnement-là va fonctionner? Est-ce que les gens vont aller vers la marque? Est-ce qu'ils vont réussir à séduire? Parce que c'est ça, hein, ils veulent séduire des personnes qui vont, par exemple... en fait, ils veulent séduire la clientèle Zara. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? On verra. Ouais. Mais j'y pense pas, je crois pas. Ils ont essayé avec les invités de leur Oui, soirée parce de qu'en lancement. invité, il y a eu mais, qui? Il y a eu Tina Kunake. il y a eu Tina Kunake, il y a eu le boxeur là, dont j'ai oublié le nom, qui est très beau d'ailleurs, mais j'ai oublié son nom. C'est juste qu'il est beau. C'est suffisant. Ils ont eu l'actrice qui joue Lily Van Der Woodsen. Voilà. Franchement. Tu connais pas son nom? Non, j'ai oublié. Et ils ont eu aussi, oui, ils ont eu pas mal de monde. Ils ont fait cet événement. Ils ont eu Jasmine Toux aussi, qui a été une des précurseuses dans cette mode quiet luxury dont tout le monde s'est inspiré. Donc, ce que j'ai trouvé assez intéressant de l'avoir dans du Pretty Little Things pour 2 semaines plus tard l'avoir dans du Saint Laurent qui venait du défilé. Mais bon, ça, c'est une contradiction dont on parlera un peu plus tard. Mais je sais pas si ça va être suffisant. Je sais pas comment ça va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je m'y intéresse pas et j'irai acheter de la mode un peu plus éthique. Ok, très bien. Voilà. Écoute, en tout cas, on se quitte sur ces bonnes paroles et avec un micro qui bouge. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez passé un bon moment avec nous. Comme d'habitude. Nos réseaux sociaux, Bemba, vas-y. Alors, si je me souviens bien, sur Twitter, c'est le FF Feedback. Le FF Podcast. Yeah, something like that. On vous mettra dans la la description. Dans la description de tout ça. Mais n'hésitez pas à nous follow, n'hésitez pas à réagir avec nous en commentaire et à partager Instagram, vos avis. c'est le Fashion Instagram, Feedback. c'est le Fashion Feedback. TikTok TikTok. aussi, c'est le Fashion Feedback. Et vous pouvez réagir avec nous, nous poser des questions, nous proposer peut-être des sujets aussi qu'on peut Oui, aborder, avec grand sur plaisir. lesquels on aurait pu passer. Et n'hésitez pas à liker, commenter, Et vous partager autour de abonner. vous et vous abonner, surtout. Et voilà. Voilà. Merci, Bemba. Merci à toi, Tatiana. De Ce rien. fut un plaisir, encore une fois. Ouais.